Blair et Schröder, enterrement auquel a participé le Parti socialiste français, qui s'en est pas ému beaucoup plus que ça, puisque, rappelez-vous, dans le même temps, Dominique Strauss-Kahn privatisait à tour de bras, plus que tous les gouvernements précédents. Et bien malgré ça, encore une fois, le Parti communiste va rester au gouvernement, et il va rester jusqu'à la dernière heure, c'est-à-dire jusqu'au 21 avril 2002. Enfin, même quelques jours après, le temps que les choses se passent, mais évidemment, le 21 avril 2002, tout le monde l'a en mémoire, et le 21 avril 2002 eh bien, est la sanction de ce nouvel abandon du Parti socialiste, de cet abandon d'une politique de gauche. Le 21 avril 2002, bien sûr, c'est Jean-Marie Le Pen qui bat Lionel Jospin et qui arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces événements, qui évidemment ça ne s'arrête pas là, mais la première conclusion, c'est que depuis 1992 et depuis l'adoption du traité de Maastricht, il s'est passé quelque chose qui n'a pas beaucoup été commenté dans les médias à l'époque, qui l'est encore assez peu aujourd'hui, mais qui est un changement absolument radical, qui est que le droit européen a été inscrit dans la Constitution française et que aujourd'hui toute mesure législative, si elle ne veut pas être entachée d'inconstitutionnalité, eh bien, doit être conforme au droit européen. Alors vous savez que l'Union européenne élabore du droit, c'est-à-dire qu'on a un traité, aujourd'hui qui est le traité de Lisbonne, mais avant c'était le traité, on a eu le traité de Maastricht, bon, on en a eu d'autres. On a un traité donc, qui fixe les grandes orientations et on a des centaines de directives et de règlements, tous plus ultralibéraux les uns que les autres, qui prévoient la dérégulation des services publics, qui prévoient la libre circulation des capitaux, qui prévoient la liberté de commerce, la mise en concurrence, j'en passe, et des meilleurs. Et depuis 1992, eh bien, tous les programmes véritablement de gauche se heurtent à cette constitutionnalisation du droit européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un programme véritablement de gauche, comme le Front de gauche peut le porter devant les électeurs, eh bien, est profondément incompatible et avec le droit européen et, du coup, avec la Constitution française. Et le problème, le premier tabou, et certainement le plus grave, eh bien, c'est que la gauche ne dit pas comment elle peut mettre en œuvre son programme dans ce contexte où la moindre mesure de son programme serait déclarée inconstitutionnelle. Parce que, évidemment, si par bonheur le Front de gauche arrivait au pouvoir aux prochaines élections nationales, le Front de gauche chercherait à mettre en œuvre son programme, chercherait à créer, par exemple, un grand pôle public bancaire, à socialiser un certain nombre d'activités, notamment la production d'énergie, ce qui est écrit noir sur blanc dans le programme partagé, à taxer les richesses pour les redistribuer, à mettre en place voilà, un certain nombre de mesures véritablement de gauche, qui seraient bien sûr attaquées par l'opposition, l'opposition étant certainement et la droite et le Parti socialiste, et qui, à tous les coups, serait déclaré inconstitutionnel, puisque contraire au droit européen, qui est lui-même inscrit dans la Constitution française. Ça veut dire qu'il y a deux solutions, soit la gauche s'autodissout, parce qu'elle n'a plus de raison d'être, puisqu'elle ne peut plus agir en politique, donc c'est même pas la peine de se présenter aux élections, c'est même pas la peine qu'on fasse des débats comme ce soir, soit la gauche accepte
de désobéir à l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça veut dire désobéir à l'Union européenne? Puisque le droit européen est inscrit dans la Constitution française, eh bien ça veut dire forcément modifier la Constitution pour restaurer la primauté du droit national sur le droit communautaire. Donc voilà le premier tabou, et qui est un tabou d'autant plus important qu'en 2005, on a eu le référendum sur le projet de traité constitutionnel, et qu'on a fait une campagne formidable d'éducation populaire, durant laquelle eh bien, on a expliqué aux gens à quel point l'Europe était importante, à quel point tout se décidait de plus en plus à Bruxelles, et à quel point eh bien, le projet de traité qu'on nous proposait allait s'imposer aux États parce que le droit communautaire prime sur le droit national. Et le malheur de la gauche radicale aujourd'hui sur les questions européennes, eh bien, c'est de ne pas oser dire que pour mettre en place son programme, il faudra désobéir au droit européen. Et malheureusement, les seuls qui aujourd'hui ont un discours de rupture avec la construction européenne, alors discours qui est tout à fait ambigu, parce que quand on va consulter le programme, quand on va lire le programme dans le texte, c'est absolument pas aussi clair que quand on écoute les dirigeants dans les médias, mais les seuls qui proposent une véritable rupture avec la construction européenne, c'est le Front National. C'est le Front National qui, aujourd'hui, dit nous, on est prêt à sortir de l'euro, nous, on est prêt à mener des politiques, quelle que soit l'avis de l'Union européenne, et qui, même, a mis en ligne, il y a quelques mois, un projet de pétition, alors, bon, qui est tout à fait anecdotique et assez ridicule, mais un projet de pétition de sortie, enfin de référendum pour une sortie de la France de l'Union européenne. Bien sûr, le Front National a compris qu'il y avait une montée dans la population d'une eurocritique, une critique de ces politiques ultralibérales menées par l'Union européenne, et le Front National a accentué ce fameux tournant qu'ils ont opéré au moment de Maastricht et tape de plus en plus fort sur la construction européenne. Alors que la gauche radicale, même si évidemment elle critique elle aussi de plus en plus fort les politiques menées par l'Union européenne, eh bien propose une réforme de l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire finalement, réformer de l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut changer par exemple le traité de Lisbonne, eh bien il faudrait obtenir l'unanimité des aujourd'hui 28 États membres de l'Union européenne. Si on voulait réformer le fonctionnement de la Banque centrale européenne, il faudrait obtenir l'unanimité des 18 États membres de la zone euro. Et bien sûr, il n'y a aucun signe qui montre qu'une telle réforme de l'intérieur soit possible. Donc voilà, à mon sens, une des premières raisons du succès du Front National face au Front de gauche. Bon, évidemment, ce qui n'enlève pas le discours sécuritaire, le discours sur l'immigration, qui fait aussi le terreau du Front National, mais de plus en plus, le rejet des politiques européennes par aujourd'hui une grande majorité de la population, eh bien, bénéficie électoralement au Front National. Deuxième tabou, c'est celui du protectionnisme. Protectionnisme qui, évidemment, est une condition absolument indispensable, non seulement pour pouvoir relocaliser la production et, évidemment, en finir avec le chômage, mais qui est aussi une condition indispensable pour pouvoir contraindre les entreprises. Pourquoi? Parce que on dénonce souvent le libre-échange comme étant la mise en concurrence évidemment des économies des pays à bas coût de main-d'œuvre avec les pays qui ont des protections sociales et environnementales, comme étant responsable des délocalisations. Mais il y a sans doute un phénomène encore plus
grave, une dimension encore plus puissante dans le libre-échange, c'est le chantage aux délocalisations. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de délocaliser véritablement, il suffit d'agiter la menace de délocalisation pour empêcher toute réglementation sociale ou environnementale ambitieuse qu'un État voudrait mettre en place. Alors, on l'a vu, on a des dizaines et des dizaines d'exemples. Bon, moi, j'ai un exemple que j'aime bien parce que j'ai pas mal écrit sur les questions environnementales, mais quand on a mis en place le marché du carbone en Europe, au début, à la première moitié des années 2000, vous avez une grande multinationale qui s'appelle ArcelorMittal, qui a considéré que les conditions d'attribution des fameux droits à polluer, puisque le système qui a été retenu est un système de marchandisation des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ArcelorMittal considérait qu'il n'avait pas reçu suffisamment de droits à polluer du gouvernement belge et du gouvernement français, et il a fait un chantage odieux de délocalisation. Et bien sûr, les gouvernements ont cédé et ont attribué à ArcelorMittal la quantité de droits à émettre des gaz à effet de serre qu'il réclamait, et ce qui n'empêche pas aujourd'hui ArcelorMittal de fermer un certain nombre de sites en Europe. Mais ce chantage aux délocalisations est encore plus puissant que les délocalisations elles-mêmes pour empêcher les gouvernements de mener des politiques de gauche ou de mener des politiques tout simplement de régulation des politiques sociales et environnementales qui viendraient contraindre les entreprises. Et sur cette question du protectionnisme, eh bien, que dit le Front National? Le Front National revendique clairement un protectionnisme et un protectionnisme national. Et que dit le Front de gauche? Eh bien là, encore une fois, le Front de gauche qui est aujourd'hui favorable au principe du protectionnisme, eh bien, propose un protectionnisme à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire que là, encore une fois, il faudrait arriver à un accord au niveau des 28 États membres de l'Union européenne pour mettre en place une régulation des marchandises et, je ne sais pas si c'est contenu dans la proposition, mais peut-être une régulation des capitaux. Parce que quand on parle de protectionnisme, on pense souvent à taxer les marchandises, éventuellement même à mettre des quotas d'importation, mais la régulation des mouvements de capitaux est tout aussi importante que la régulation des marchandises, puisque comment voulez-vous taxer les capitaux à partir du moment où ces derniers peuvent circuler librement? Alors, je crois que si Gérard Depardieu a fait une œuvre de salut public, c'est bien de démontrer que la taxation des richesses était incompatible avec la libre circulation des capitaux. Donc il faudrait effectivement réguler les marchandises pour éviter ce fameux chantage aux délocalisations, ce fameux dumping social et environnemental. Il faudrait aussi réguler les mouvements de capitaux pour les mêmes raisons et aussi pour pouvoir les taxer. Et bien sûr, un protectionnisme à l'échelle de l'Union européenne est tout à fait illusoire, puisque jamais les pays les plus libéraux comme l'Allemagne, comme ses alliés d'Europe de l'Est, je ne parle même pas du Royaume-Uni, n'accepteraient que l'Union européenne mette en place un véritable protectionnisme. Et j'ajoute qu'un protectionnisme européen n'a absolument aucun fondement. Pourquoi est-ce qu'on taxerait les produits à l'entrée du territoire européen, donc taxer les produits asiatiques, taxer les produits américains, et pourquoi est-ce qu'on resterait sur un principe de libre-échange à l'intérieur de l'Union européenne? Puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un dumping social et environnemental à l'intérieur même de l'Union européenne, où on a des écarts de salaire absolument énormes, voilà, c'est l'ordre, je ne sais pas exactement, mais de l'ordre au moins 1 à 10, et où les capitalistes allemands ont trouvé un système formidable où ils importent